Bon, alors je vous propose de vous rasseoir pour une séquence qui encore une fois vient en complément finalement des échanges que nous venons d'avoir. Je reçois donc avec beaucoup de plaisir Mélodie Bossan. Bonjour Mélodie. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en complément, j'allais dire, de l'échange qui s'est construit autour d'un certain nombre de fondamentaux, il y a aussi, et c'est des zones qu'il convient d'éclairer, il y a aussi finalement des créatives, des créatifs qui sont inscrits dans des filières qui sont les nôtres, qui ont un savoir-faire et qui décident de passer un cap, ou en tout cas de rencontrer l'outil. Alors, c'est ton cas, je te laisse te présenter. C'est vrai qu'au départ, tu viens de la filière audiovisuelle. Oui, alors moi j'ai fait une formation à l'université SRC, je ne sais pas si vous connaissez, bon, c'est le service réseau de communication. En gros, c'était il y a 20 ans, hein, donc ça ne doit plus être la même chose aujourd'hui. En gros, ça touchait à tous les métiers du multimédia, on faisait un petit peu tout, spécialiste en rien, audiovisuel, programmation, tout ça. Et tu fais une carrière dans la réalisation. Voilà, au début, je voulais faire de la réalisation et j'ai pas pu rentrer dans l'école que je voulais, qui était la FEMIS. En gros, il y a 2000 inscrits et que 6 personnes qui sont prises. Je suis arrivée 10e au concours, donc après, on peut plus le représenter. Et plus personne dans ma famille en fait ne voulait soutenir une carrière artistique pour moi, donc j'avais pas le choix. J'ai dû commencer à travailler en fait. Et ce qui se rapprochait le plus, sans vraie formation poussée, c'était de travailler dans la télé. Donc j'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai travaillé un petit peu à Paris chez AB Prod. Et Paris, ça me plaisait pas du tout, donc je suis revenue à Nice. J'ai bossé au studio de la Victorine pendant 4 ans. J'ai fait un peu de tout là, du montage, j'ai filmé, j'ai fait aussi de la présentation sur Nice Morning, l'émission du matin, l'émission locale. Et après, la boîte a fermé et j'ai trouvé un boulot dans les jeux vidéo. Et je suis restée là 8 ans, jusqu'à faire un burn-out. Et en fait, j'ai jamais vraiment fait de créatif. Au final, dans ma vie, c'était juste appliquer des choses qu'on me disait. Je me sentais pas heureuse. Donc en fait, je suis partie en voyage avec mon mari pendant 1 an. On est parti de Nice en Chine en voiture. Et puis bon, moi, j'avais pas trop envie de retourner bosser derrière un bureau après ça. Il y a eu le Covid, j'ai eu ma fille, et là, l'IA est entrée dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai découvert, j'ai regardé les infos, et puis j'ai découvert Midjourney ou Dali, je crois, c'était l'un ou l'autre. Et mon mari me dit « Ah tiens, j'ai accès à la bêta ». Je lui utilise ses crédits en l'espace d'1 heure. Et là, je me dis « Ah, ça, c'est génial ». C'est vraiment un truc, je me suis retrouvée aspirée dedans immédiatement. Et je crois que je n'ai pas arrêté de prompter depuis ce jour-là. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas prompté au moins dans Midjourney une fois. Et puis, donc du coup, j'ai commencé, j'ai fait un compte Instagram où je commençais à poster mes recherches, parce que c'est un peu de l'exploration au final. L'IA, moi je vois ça comme ça, c'est pas vraiment de la création, il faut être créatif, mais le tout c'est d'avoir une idée et d'explorer les possibilités qu'offre l'IA, parce que pour moi je vois ça comme des images qui sont latentes, qui sont existantes quelque part dans un endroit très métaphysique. Et on les, comme on dit en français, summon, en anglais on les invoque. On les invoque depuis cet espace qui est virtuel, et on peut comme ça explorer des pistes graphiques qui sont basées sur ce qui existe, sur des datasets. Hein. C'est pas tout ce qui existe, c'est basé sur des datasets. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très spirituel, on se sent très happé par ça.
Et donc du coup, j'ai commencé à poster sur Instagram un petit peu mes recherches. Et bon, il y a eu beaucoup de succès rapidement parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux, ils boostent tout ce qui est intelligence artificielle. Donc il suffit d'ouvrir un compte et de parler d'IA et ça s'est boosté naturellement. Et en fait, j'ai commencé à avoir des gens qui me contactaient pour faire des boulots commerciaux. Mais peut-être qu'on va regarder une de mes vidéos aussi. Je pense, on va Ouais, peut-être d'abord regarder peut-être une première vidéo ou un court-métrage, je sais pas. Oui, un petit court-métrage. C'est un petit court-métrage. Qui a gagné déjà plusieurs prix dans des festivals. Donc, notamment le festival organisé par Eleven Labs et Pika Labs et le AI Film Festival d'Amsterdam. Eh ben, on regarde. In a house made of metal with a roof made of tin sat a young robot girl in a chair. Her name was Aimee and she donned metal skin and had electrical wires for hair. Many days at the computer she wasted and spent generating images about love and desire. But she feared she'd never have what she longed for the most, as there was no heart inside her metal attire. Day after day she obsessed with this fear. She wanted, no, she needed a heart in her gear. So to the WISE database she explained her frustration. But the digital being gave her vague information. If a heart's what you seek, a heart you'll behold. There are a few options from which you can choose. The heart of a being or a heart made of gold, or oceanic. You really can't lose. So Aimee set out to find one of those hearts, but she didn't know where or how to start. Then she saw it flying by like a sign from above. What could be better for love than the heart of a dove? So she captured the bird and found the pulse in its chest, and well, now I think you all may get the rest. But for those who don't get it, I shall be more blunt. She took a knife to its feathers and pulled the heart out its front. But the problem she had when the heart was acquired is this piece of equipment needs to be hardwired. She lacked the adapters, the proper connections. Perhaps the heart of a being was not the best selection. So on to the next, a heart made of gold. Aimee knew the bank had quite a collection. In a vault underground, locked away safe and sound, she would find the object of her affection. Breaking into the bank was easy, but the gold heart was not a success. The heart was so heavy it just thudded around inside her big empty shell of a chest. The heart of the ocean was a trickier feat. Water and electric are a shocking combination. But she needed that heart, so she concocted a suit out of plastic and sheer determination. Once wrapped, she dove in, way down to the floor, where she found a shipwreck and went in through a door. She searched and she searched down there in the deep, but nothing was there. There was nothing to keep. She went home to her bed full of pity and woe, for love is felt with a heart. Now she never would know. All night she had sobbed, and it was quite the commotion. But in the morning she awoke to an illuminating notion. No physical heart is needed. I could love if that's what I yearn. But first she needed to accept who she was, a lesson she never had learned. Unfortunately, her actions had now been discovered. Her face had been captured, identity uncovered. She had to pay for her crimes and was not given bail. The enforcers hauled her away and tossed her in jail. Remember now, kids, don't force what won't fit. It's not a heart or the type that solidifies it. You first must embrace yourself, you and your own skin. And then your journey for loving another can begin. Et voilà. Ouais, plusieurs questions. Alors, la première question, c'est le process créatif. Et puis, combien de temps de travail ça prend? Alors, pour celui-là, spécifiquement, 72 heures, parce que c'était un concours où il fallait faire une vidéo en 72 heures, en utilisant les outils Eleven Labs et Pika Labs. Et voilà, ça c'est ce qui est sorti. On l'a fait à deux, ce film, avec une autre artiste qui s'appelle Israel Guel. Elle est à New York, donc c'est un duo, maintenant qu'on est un duo d'artistes. Et ça marche très bien parce que comme on habite sur des time zones différentes, on peut bosser vachement plus. En fait, on est super efficace. 24-24. Ouais, voilà. Et ça fait partie d'une petite série en fait de 5 courts-métrages, des petits contes comme ça, avec des contes un peu tristes sur des animaux ou des choses. Et ça traite de la mort, de la vie, de l'amour.
Et ça a eu un petit succès, ouais, cette petite série. Voilà, je suis assez contente. En termes de conception, quelle est la difficulté ? Alors là, la difficulté, c'est d'avoir déjà de la consistance de personnages, de lieux. C'est difficile. Enfin, je veux dire, les outils, ils s'améliorent de jour en jour. Quand j'ai fait cette vidéo, on ne pouvait pas faire 2 personnages qui se ressemblaient. Aujourd'hui, c'est possible. Donc là, la difficulté, je pense, c'était d'avoir un robot en plus qui se ressemblait à chaque fois. Donc c'est pas parfait, mais disons que nous, on se concentre sur l'histoire et puis sur le style. Il faut que le style soit constant, je pense, et on comprend que c'est le même personnage. Il faut un peu oublier certains détails. Si on est trop perfectionniste, l'IA, c'est pas fait pour vous, je pense. Mais il y a plein de belles choses à faire quand même, je pense, sans avoir ça. Donc ça, c'était le principal souci. Après... La question de l'imaginaire, c'est peut-être aussi la question centrale, parce qu'il n'y a pas de process créatif là sans imaginaire. oui, Le tien, en l'occurrence. Tout commence avec une histoire et une idée, en fait. Hein. Si on a des histoires à raconter, c'est facile, en fait. Tant qu'on a une idée, c'est facile d'écrire. Et une fois qu'on a écrit l'histoire, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les voix off en premier et les musiques. Les musiques sont aussi synthétiques. C'est fait avec Suno. C'est vraiment incroyable, d'ailleurs, ces outils. Moi, je les utilise surtout pour faire de l'instrumental, pas trop de chansons. Et une fois que ça, c'est mis à plat, j'utilise en fait Midjourney pour faire des images. Et ça va me créer mon storyboard au final. Donc, pour créer donc, tu as une première couche storyboardée qui est donc... Mais c'est fait avec Midjourney, donc c'est quasiment les images finales. Donc ça, c'est assez rapide dans le processus. L'IA peut très bien être utilisée pour faire des storyboards. Ça, c'est vraiment des applications faciles tout de suite maintenant. D'ailleurs, il y a des outils comme LTX qui viennent de sortir un outil de storyboarding basé sur l'IA où on peut changer. On dit par exemple, j'ai un acteur principal, on met la liste des acteurs et après on peut les invoquer dans les scènes et ça crée le storyboard et ça l'édite en live. C'est vraiment des outils fantastiques, ça, par exemple, qui peuvent s'appliquer au cinéma classique ou même à l'animation 3D. Et ensuite vient l'animation des images, parce qu'il est possible aussi de prompter directement dans les outils vidéo. Mais alors là, pour avoir des personnages qui se ressemblent, c'est très très difficile. Il y en a qui arrivent, mais moi j'ai plus de maîtrise avec l'outil Midjourney ou DALL-E, des outils d'image, et venir animer les images. Là ici, c'est principalement animé avec Pika Labs, qui est un très bon outil. Mais aujourd'hui, j'utilise plus Luma. Luma vient de sortir un outil vraiment incroyable. C'est aussi bon que Sora. Alors, je vous lance des noms, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu les leaders en ce moment. Sora, personne n'y a accès à part quelques personnes au monde. Et ça fait vraiment des résultats incroyables. Et Luma est un second très très proche. D'ailleurs, j'ai une seconde vidéo à voir après qui a été faite avec Luma. Et enfin viennent les détails, donc mixage sonore, SFX et montage. Mais voilà, ça peut être fait en 3 jours, un film de 3 minutes comme ça. Mais en ayant une idée au départ, il faut quand même... L'idée est venue dans les 3 jours. Je veux dire, c'est 3 jours vraiment de A à Z. Et on a utilisé les 72 heures jusqu'à la dernière seconde, hein, par contre. Et on n'a pas dormi. Est-ce que ton référentiel artistique, culturel, ta cinéphilie, est-ce que c'est des choses qui ont été déterminantes? Est-ce que ce sont des choses aujourd'hui qui permettent précisément d'établir quand même un critère qui est celui d'un travail d'auteur? Pour m'exprimer différemment, est-ce que finalement ta culture G aujourd'hui fait la différence face à l'outil? Je pense que oui, parce que c'est ce qui nous définit. Enfin, moi, personnellement, j'apporte vachement d'importance aux films que j'aime, les acteurs, les voix, les objets, les histoires, tout.
que ce soit même des jeux vidéo. J'inclus toujours des références. Il y a des choses, parfois, on le fait même sans s'en rendre compte. Je regardais l'autre jour Mars Attacks et je me suis rendu compte que ce film était grandement ressemblant au niveau de certains choix artistiques, mais c'était pas du tout fait consciemment. Par exemple, d'avoir les caravanes streamline toutes brillantes, la colorimétrie très spécifique, bleu et rouge. C'est des choses que je retrouvais dans le film et je me suis dit, tiens, c'est quand même étrange. Donc je pense que c'est des choses qui sont imprégnées, même sans le vouloir. Et donc, on le ressent, tout est un remix au final. Exactement, mais ce que je veux dire, on voyait du mash-up film hier soir, Julien Lamy est dans la salle, je le salue. D'ailleurs, tu travailles avec Julien Lamy sur la sélection IA Mashup. Le fait est que dans le processus créatif, dans le prompt, tout percole à la manière de. Ça veut dire éventuellement l'ambiance d'un film, ça veut dire une luminosité, ça veut dire aussi un dégradé de couleurs. On peut faire référence au film de Dario Argento, par exemple, etc. etc. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est ce qui vient définitivement t'aider à compléter finalement non, c'est pas... Non, parce que moi j'ai peur depuis un moment, c'est qu'on m'enlève les noms dans les prompts. Et je me dis, il faut arrêter de les utiliser parce que si demain Midjourney décide qu'on ne peut plus prompter des noms propres, comment je fais? Donc après c'est très simple, hein, il suffit d'apprendre à décrire avec des mots ce qui se passe dans les styles, les images. Utiliser par exemple des décennies, ça aide fantastiquement. C'est un des outils les plus forts en prompt, je trouve. Ça invoque tout un paquet de styles et d'objets, de physique, de styles vestimentaires. Et c'est vraiment très puissant. Après, il y a plein de choses qui sont aussi très utiles, comme par exemple utiliser les films stock, donc les types de pellicules, les choses comme ça, d'intégrer carrément une palette colorimétrique en référence de style, des choses comme ça. Donc ça, et après il y a toujours aussi le moyen de faire des choses en post-production, hein. Donc si des images sortent pas parfaitement de l'IA, c'est pas très grave au final, parce qu'on peut très bien retravailler la colorimétrie sur tout un montage, par exemple. Bon, là, on dit faire des films sous IA, on fait des films, voilà, aussi. Oui, ta vie a un peu changé. Ça s'est un peu accéléré quand même. Ouais. On va parler de ça. Oui, alors du coup, j'ai regardé la première vidéo IA que j'ai postée, c'était le 8 juin l'année dernière, donc c'est pas vieux. C'est presque un anniversaire. Non, c'est Runway qui avait lancé... Non, mais ça fait 1 an, je veux dire. Oui, voilà, ça fait un peu plus d'1 an. Runway venait de lancer son service de génération vidéo Gen 2 et j'ai posté la première vidéo. Et depuis, j'en ai fait un paquet parce que ça permet d'être quand même sacrément créatif. Pour moi, l'IA, ça permet d'en faire plus, pas d'en faire moins. Parce qu'on dit souvent que l'IA va voler le travail, que les gens vont en faire moins, que c'est le robot qui va en faire plus. Moi, je pense que sur toutes les applications créatives, on va en faire plus. On va pouvoir créer bien plus qu'avant. Et du coup, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en postant mes vidéos, j'ai découvert aussi les NFT, donc l'univers de Web3 NFT, qui lui est très friand de contenu IA. Et j'ai commencé donc à vendre mes vidéos aux enchères, et ce qui fonctionne très bien. Et ça m'a permis du coup de me donner un petit peu d'argent pour pouvoir continuer d'être à 100% sur cette carrière-là. Et maintenant, je travaille avec des grandes marques, je travaille avec des artistes connus. T'es pas sous NDA? Quel genre? Si, t'es sous NDA. La plupart sous NDA. Mais bon, il y en a un qui sera publié dans 2 jours. Non, j'ai fait une pub pour Lenovo, par exemple, qui sera publiée dans 2 jours. Là, je suis en train de travailler à Saproki. Enfin, c'est vraiment des opportunités que jamais j'aurais pu imaginer, en fait. C'est même pas 1 an, quoi. En 1 an. Et plus tous les festivals. Là, la semaine prochaine, je suis sélectionnée au Bifan Festival en Corée, qui est un grand festival de films fantastiques.
Donc j'ai un autre film de cette série qui sera finaliste. Et c'est incroyable, en fait, il y a quelque chose chaque jour qui sort. Plus je suis les compagnies technologiques qui développent les outils IA sont en train de se mener une guerre à qui sera le premier, et ils séduisent les artistes, bien sûr, pour qu'on utilise leurs outils. Et donc c'est vrai que c'est facile d'avoir accès à ces outils gratuitement avec plein de crédits gratuits. Même pour quelqu'un qui commence juste. Et c'est vrai que c'est assez plaisant d'être dans cette position-là pour l'instant. Et oui, là, je viens de signer aujourd'hui un contrat de représentation avec une grosse agence new-yorkaise. Donc voilà, ça va bien. Pour donner juste une idée, avant de regarder peut-être le deuxième film, combien de vues sur tes films en moyenne? Sur Instagram, c'est le plus. Ça dépend. Ça peut aller sur des centaines de milliers de vues, mais... Après, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Non, c'est la communauté qui s'est créée, oui, je voilà, suppose, autour. Il y a une petite communauté, en fait, hardcore, on va dire, d'artistes IA, et cette communauté, elle est super chouette parce que il y a personne, en fait, les conseils, tout ça sont partagés, les petits trucs. C'est une communauté qui s'entraide beaucoup, et c'est très agréable d'être là-dedans. Un vrai fandom. Voilà. Okay. Peut-être on regarde la deuxième vidéo, le deuxième film. C'est une vidéo en français et qui se passe à Nice. Ma femme peut pas me quitter, je suis jamais là. Basta, Ficanet. Que savez-vous de l'abandon et de l'amour? Une fois que vous aurez entendu mon histoire, vous serez triste pour toujours. Il y a 10 ans, je me préparais à prendre la mer un matin. Juste moi, mon filet, mon bateau et le bon air marin. Mais quelque part entre Nice et Hyères-les-Pagniers, le brouillard s'épaissit. Ensuqué, je ressentis le danger. Le bateau vira de bord, bâbord, tribord. La boussole s'arrêta d'indiquer le nord. Et qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai attendu jusqu'à observer la brume s'effacer, mais l'horizon clair dévoila un endroit qui m'était étranger. Et où tu étais? Pas la moindre idée. Mes jours sur ces vagues inconnues s'égrenaient doucement. Méfie, matelot. Mon esprit se mit alors à divaguer réellement. À un moment, je me suis vu naviguer, là, juste à côté. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Je ne sais ni pourquoi, ni comment. Et je sentais au fond de moi que je devais me pourchasser. Et puis, j'ai abaissé mon filet, car la faim me dévorait. Mais les eaux se sont mises à s'agiter, le bateau agité. Et par-dessus bord, je suis tombée. Mais à l'instant où mon corps fait sandwich dans les vagues, en naufrage, une créature magnifique de si bas que j'étais digne d'un sauvetage. Était-ce une baleine? Un dauphin? Non, ça n'y ressemblait en rien. Était-ce un de ces grands requins? Non, pas dans ce poème, enfin. Il était fort, l'œil doux, j'étais sereine. Était-ce un homme sirène? Non, il se nommait Tarsène. Il était un énorme kraken. Nous nous sommes endormis sous le ciel étoilé. Tous mes rêves les plus fous, je lui ai raconté. Il m'a prise par la main, m'a comprise, m'a écoutée. C'était con, il m'avait surprise, vraiment touchée. Et ce matin-là, alors que les doux rayons du soleil me réveillaient, sur ce quai, sans carte ni moyen pour le retrouver, il m'avait retourné à cette terre qui me méprisait. Si seulement il avait demandé ma main, je lui aurais accordé. Jamais je n'aimerai un autre que toi, Arsène, ma beauté, mon roi. Essayez donc de vous comparer, mes gaillards, à lui rencontré dans mon heure de désespoir.
pas banal l'histoire d'amour avec un kraken. Ouais. Non, ça fait partie d'une série de 8 vidéos. En fait, c'est la 7e, donc il y a des références à d'autres personnages. Il faut voir les autres, mais celle-là, elle n'est même pas encore publiée normalement. Avant de passer le micro dans la salle et de laisser les gens qui sont ici réagir, est-ce que, bien sûr, faire des films, est-ce qu'aujourd'hui tu ferais un film est-ce que tu ferais un film en Super 8? Est-ce que tu ferais un film avec une DV? Est-ce que tu ferais un film? Est-ce que tu ferais, voilà, est-ce que c'est vraiment, j'allais dire, quelque chose qui permet d'accélérer un parcours créatif personnel, ou est-ce que c'est définitivement un système beaucoup plus large aujourd'hui de création Alors, je pense que ça peut faire peur à beaucoup, de niveau budget par exemple, ou même d'accessibilité, même d'être une femme, hein, tout simplement, pour faire des films. Moi, je trouve que c'est effrayant en fait. Et d'avoir commencé par l'IA, maintenant je suis très amoureuse de l'IA, et je pense que si je fais un film, ça inclura de l'IA pour sûr. Après, ce que j'aime beaucoup aussi avec l'IA, c'est que c'est pas des grandes équipes. Et moi, j'ai beaucoup de mal à me faire entendre, en fait, si je suis dans une grande équipe. Donc, j'aime bien. Je pense que ce serait 5-6 personnes maximum. Au-delà, je pense que j'aurais peur, en fait. Je pense que de te faire diluer ou de... Oui, et je pense que c'est aussi une chance de ne pas avoir le poids de l'industrie sur moi, de ne pas avoir eu trop d'expérience dans cette industrie-là. Je pense que ça me donne aussi une légèreté créative que certains, on pourrait dire, ça peut être soul crushing, quoi. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est un petit peu difficile à exprimer ce que je veux dire. Mais oui, j'ai discuté avec des gens qui travaillent à Hollywood actuellement, et pour eux, ils me disent, vous avez de la chance en fait de jamais avoir travaillé vraiment là-dedans, parce que vous seriez dégoûté en fait. Il y a tellement de choses avec les processus de production, il y a de l'argent en jeu, etc. Au final, la créativité est moins pure. Et là, ça permet d'avoir une créativité plus pure. Ça, c'est ma vision. Non, c'est un point de vue, et c'est un point de vue qu'il faut écouter. Et donc, avec des équipes plus réduites, une vision créative mieux partagée, en tout cas, c'est ta façon de voir les choses. Mais si je ferais un film, je ferais certainement quelque chose sur pellicule, je pense. Sur pellicule, c'est bon à savoir. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça fait question. Je pense que vous avez envie de discuter, de poser des questions. Alors... Tu veux que je donne mon micro ? Alors. Non, pas de question. Ben Jean-Jacques. En complément. Alors, non, mais ce que j'entends, c'est vachement intéressant, parce que dans ce que tu dis, Mélodie, il y a la question du rapport au travail, en fait, et le fait que, oui, c'est vrai, avoir 150 personnes sous sa direction pour faire une chose qu'on a dans la tête et la transmettre à 150 personnes, c'est extrêmement lourd, costaud, et ça nécessite une grande énergie. Et pour le coup, je dirais même avec 30, hein, c'est rude. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est... Il y a une vertu là, nonobstant tout ce qu'on a pu dire, hein, sur cette technologie, ben, il y a une vertu, c'est que toi, tu te sens libre d'utiliser, de fabriquer des choses avec un outil informatique qui t'assiste. Ouais, il faut écouter ça. Il faut entendre ça, parce que faire des films, c'est extrêmement coûteux en énergie vitale. Et ça le restera, parce que c'est normal, ça fait partie de l'ADN de la fabrication des œuvres. Bon, bah, faut travailler pour que tout le reste des paramètres soient cohérents avec ce type d'utilisation, je pense. Merci Jean-Jacques.
Merci. Au fond, ce qu'on entend, c'est la volonté et l'envie de garder une posture d'artiste avant d'être une posture, on pourrait dire, de communicant au service d'une industrie ou d'une demande. Et l'artiste, on le sait, part d'une intention autonome. Alors il va utiliser une toile, un pinceau, un crayon, ici des outils. C'est comme ça, au fond, que c'est ce que j'entends. Hein, c'est tu te définis comme une artiste qui a une proposition de sens. Et là où c'est assez étonnant, c'est que ça entre en résonance avec un besoin de certaines industries qui viennent te chercher, type des agences, alors que historiquement, c'est assez rare que ça aille aussi vite, qu'il y ait des artistes qui sont dans une posture d'autonomie de production soient approchés directement par, on va dire, la grosse industrie de la communication. Ça fait un peu le lien avec ce qui se passait à 50 km d'ici ou 30 km à Cannes la semaine dernière. Il y avait les Lions, j'y étais, et on voyait qu'aujourd'hui, c'est plus les agences de pub qui portent la grosse industrie de la com et de la publicité aux Lions de Cannes, sur les diffuseurs, Google, Instagram, Netflix, etc. Et que la question de l'IA, elle est centrale dans le sens où cette industrie se dit comment je vais toucher au maximum un public pour générer des revenus qui sont ceux du clic, quoi. Est-ce que toi, tu penses que tu nourris cette industrie d'une certaine manière, puisque quand tu diffuses sur les réseaux sociaux, tu nourris ce capitalisme-là qui prend une grosse partie des flux qui viennent voir tes films? Peut-être, mais moi je touche pas un centime hein, pour ça. Je touche rien en revenus publicitaires par exemple. C'est pas ça qui fait mon fonds de commerce du tout. Ça reste encore très, même s'il y a un succès et des sociétés ont vu de l'intérêt, c'est pas non plus, ça fait pas non plus les chiffres d'une grosse chaîne YouTube. Hein. Ça reste très, c'est une niche hein, encore le film IA parce que c'est pas parfait. Qu'il y a beaucoup de gens qui veulent même pas en entendre parler parce que c'est pas parfait, ou des haters, hein, ça il y en a plein aussi. Mais j'ai pas l'impression de nourrir, mais c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un boost qui est fait clairement sur le reach de tous les posts qui sont faits avec de l'IA. Je pense qu'ils y trouvent leur intérêt, oui, c'est certain. Instagram, Twitter, tous, hein, ça fait beaucoup de contenu à produire rapidement, en fait, du contenu vidéo. Donc, c'est tout bénef pour eux, ouais, pour capter l'attention des gens. Et je pose la question parce qu'on voit beaucoup d'influenceurs ou pseudo-influenceurs qui déversent chaque jour des tips pour dire comment générer du cash avec de l'IA vite fait. Alors, étape 1, tu vas sur tel logiciel, tu fais ci, tu fais ça. Et regarde, j'ai créé un faux influenceur, une jolie fille qui te vend ceci, cela. Toi aussi, fais 10 000 € par mois. Non, mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'il faut travailler hein, pour que ça marche. Peut-être que ça marche, mais il faut travailler, c'est pas un clic. Je veux dire, jamais on peut prendre un texte qui sort tout droit de ChatGPT. Il faut retravailler, tout est à retravailler. Et j'en termine, dans la communauté des IA artistes que tu fréquentes, est-ce que tu sens qu'il y a une tendance à se dire comment générer du clic avec nos œuvres ou que c'est vraiment pas le sujet pour vous? Non, c'est vraiment pas le sujet, mais pas du tout. La plupart, ils veulent juste arriver à faire ça à 100% de leur temps, parce que on est des passionnés, quoi. On veut plus aller travailler, on veut faire que ça. Donc l'idée, c'est d'arriver à gagner de l'argent. Et pour l'instant, la plupart des artistes IA, ils se sont mis dans le Web 3. Parce que là, il y a des collectionneurs qui sont prêts, parce qu'eux, ils voient que c'est peut-être pas un nouveau médium, mais disons c'est un nouveau mouvement artistique qui naît. Et le fait de collectionner les premières œuvres d'un nouveau mouvement, il y en a qui voient de la valeur, peut-être prendre de la valeur dans l'avenir. Donc on se retrouve là à avoir des mécènes en fait dans cet univers-là, et ça nous permet en duo en fait avec les compagnies technologiques qui nous offrent les abonnements, parce que si je devais payer tous les abonnements que j'utilise, j'en aurais pour plus de 1 000 € par mois. Là, j'en paye peut-être un sur les 20 que j'ai.
Donc ça, avec les revenus de NFT et d'avoir des contrats en fait maintenant qui viennent s'ajouter, ça va permettre de pouvoir vivre. Juste, c'est même pas être riche. Donc c'est pas les clics ou les vues qui sont importantes. Moi, je sais que je dis toujours, faut avoir un compte Instagram parce que là, c'est les galeries, les magazines et les marques qui nous contactent, et le compte Twitter pour les NFT. Voilà, il faut avoir les deux. Ça se passe sur OpenSea ou c'est complètement... Moi, je vends sur une plateforme qui s'appelle Daily, en fait. C'est une plateforme qui est dédiée aux vidéos AI. Et donc, ouais, j'utilise cette marketplace. Je vends aussi sur Foundation. Et ça se retrouve sur OpenSea, forcément, à un moment donné, sur le marché secondaire. Mais... Et après, juste pour rentrer un peu technique, mais... on a eu la vague explosive des NFT il y a 2-3 ans, tout est retombé à des prix beaucoup plus raisonnables. Tout ça, c'est sur des blockchains spécifiques. Sur Ethereum, je fais moi. Ok. Sur Ethereum. Et oui, alors les NFT, ça s'est essoufflé, mais après, c'est comme toute bulle qui explose. La poussière est retombée, c'est en train de se tasser. Et maintenant, en fait, il n'y a que les gens qui sont plus intéressés par l'art au final, parce que c'était tous les projets de PFP, les profil picture. Bon, il y a eu beaucoup de choses. En fait, tout se vendait pendant longtemps. On mettait n'importe quoi à la vente, ça se vendait, parce qu'il y avait une espèce d'excitation autour de ça. Et aujourd'hui, ça s'est tassé. Et il faut vraiment avoir du contenu de qualité et contrôler vraiment ce qu'on sort. Il ne faut pas sortir 100 pièces tous les jours. Moi, je sors une ou deux pièces par mois, quelque chose comme ça. Et j'entretiens ma base de mécènes. Donc c'est du travail aussi. Donc c'est sympa pour continuer à vivre, quoi. Voilà. Merci. Peut-être le regard de Julien Lamy là-dessus, parce que bon, d'abord vous travaillez ensemble, tu connais le travail de Mélodie. Ton regard peut-être aussi sur cette dynamique en cours. Je ne voudrais pas paraphraser non plus ce qui s'est dit, mais peut-être pour faire un petit lien, c'est vrai que c'est intéressant ce contraste entre le fait que, pour moi, ce qui relie Mashup et Création IA, c'est ce geste créatif qui est un geste créatif un peu plus transversal, en fait, en tant que réalisateur de film. Parce que le réalisateur filmeur, en fait, c'est un réalisateur qui est un chef de troupe, pour pas dire chef de meute, qui a quelque chose de l'ordre de travail, un gros travail collectif avec plein de gens, faire des compromis qui ne sont pas obligatoirement des compromissions, qui sont même des fois très intéressantes dans le dialogue qu'on a avec nos collaborateurs. Moi qui étais cinéaste filmeur avant, j'ai jamais le dialogue avec tous mes collaborateurs. Mais dans le geste de créer un film IA ou de créer un film mashup, on maîtrise tout en fait. Enfin, on maîtrise à la fois. Il y a ce, alors dans l'IA, il y a ce côté on maîtrise pas la machine, mais en tout cas, toutes nos intentions, c'est les nôtres, et on va travailler. Et Mélodie, tu fais la musique. Ah oui, j'étais pas du tout experte là-dedans. J'ai découvert, et puis en fait, c'est assez fun de travailler avec l'IA là-dessus. J'édite pas grand-chose en musique, honnêtement, mais... Oui, mais ça t'a donné justement, ce geste-là t'a donné envie de toucher à tous les compartiments de la alors qu'avant, en tant que réalisateur, tu ne faisais... Enfin, un réalisateur-filmeur ne fait pas la musique. Je suis même en train d'apprendre à faire de la 3D, alors. Voilà. Parce que je veux intégrer des éléments 3D dans mes vidéos, donc c'est là où je vois le lien avec le mashup. Moi, c'est pareil, je fais mon étalonnage, je fais mon mixage, je fais mon montage, alors qu'avant, je travaillais avec une monteuse. Et donc moi, je dis que c'est souvent un geste de réalisation de cinéma, mais c'est un geste qui s'approche plus du geste du peintre dans sa solitude de création que le geste qui est un geste collectif du cinéaste-filmeur qui, lui, va devoir orchestrer toute une troupe de talents qu'il a reconnus et avec lesquels il sent une familiarité créative. Mais en fait, il y a un geste beaucoup plus collectif. Et là, finalement, c'est plus le musicien ou le peintre, pour moi, qui se joue. Et ça se joue en mashup et ça se joue en IA. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui. C'est plus être maître d'orchestre des outils qu'on met à disposition, et puis d'essayer d'avoir plus de
de compétences au final techniques, parce qu'on est un peu obligé vu qu'on doit tout faire. Et c'est vrai, ouais. Mais moi, j'adore en fait de pouvoir créer tout de A à Z. Ça me donne un contrôle. Je ne sais pas si je suis contrôle fric, mais ça me plaît. Et peut-être une dernière réaction. Alors Isabelle, voilà, sur en tout cas la matrice qui est celle quand même de l'auteur, réalisateur, de ce process donc de création. La volonté de travailler peut-être dans des workflows plus réduits, tout ça, est-ce que toi tu l'entends, ta réaction, elle se situe où? Oui, tout à fait. Enfin, moi, et aussi bien pour Annecy que Rennes, on voit des films faits par des gens tout seuls qui défendent une ligne, alors autoproduction, on appelle ça comme on veut. Voilà, on revient sur l'idée, finalement, ce qui est intéressant, c'est pas comment c'est fait, mais l'œuvre qu'on nous livre. Voilà, ce qu'elle nous donne à voir, ce qu'elle suscite. Et l'émotion voilà, qu'on prend, bien sûr. Mais oui, j'entends tout à fait la démarche artistique. Fais des films. Oui, je pense que ça ouvre des perspectives créatives pour des gens qui ne pensaient pas que c'était pour eux. Même, parce que je pense que tout le monde est créatif, hein. Tout le monde peut faire des belles choses. Et ces outils-là, ça permet juste la démocratisation, de pouvoir réaliser des choses plus finies assez facilement. Et que ce soit pour des femmes, je pense les femmes, je dis les femmes parce que pour moi, j'ai l'impression que les femmes dans ce milieu artistique, c'est quand même plus difficile d'aboutir à quoi que ce soit. Mais moi, j'étais mère au foyer quand j'ai découvert l'IA. Je gardais ma fille à la maison et quand on a un enfant en bas âge et qu'on le garde soi-même, on a le temps de rien, on a à peine le temps de prendre une douche. Et en fait, grâce à l'IA, j'étais juste sur mon téléphone à pouvoir créer des choses. Et ça, je trouve que c'est magnifique parce que ça va ouvrir des possibilités pour des gens qui ne pensaient pas à ça, ou même sans parler d'avenir professionnel, juste comment on dit, outlet, d'échappatoire pour faire quelque chose de créatif assez facilement pour très peu d'argent au final et peu de compétences. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à peindre, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage, merci d'avoir rejoint aujourd'hui l'artistique et merci de nous avoir montré tes films. Merci beaucoup. Pas de rien, merci de m'avoir invité.